Bonsoir à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai l'immense plaisir d'accueillir pour la deuxième fois Philippe Murer. Bonsoir Philippe. Bonsoir Pierrot et merci pour ton invitation. Nous nous étions entretenus au sujet de l'économie il y a un peu plus de 2 ans et nous avions fait à l'époque un constat assez difficile et vous aviez euh, prédit que les taux d'intérêt allaient commencer à monter et nous avons traversé cette phase, effectivement, notamment l'année dernière. Alors, si on refaisait un point sur l'état de l'économie de l'Occident, en tout cas, et de la France en particulier, aujourd'hui, à fin mai, début juin 2024, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Alors, en fait, on n'a pas de croissance. On n'a pas de croissance à court terme, mais ça dure en fait depuis fin 2019. C'est-à-dire que la croissance en France, c'est 0,5% par an. Et pire, la croissance en Allemagne, là j'ai remis les chiffres à jour pour l'entretien, c'est 0% depuis fin 2019. Quelque chose dont ne parlent pas du tout les médias. Et c'est vrai dans tous les grands pays européens. Aux États-Unis, on est à un peu plus, on a 2%, mais attention, on fait 2% de croissance avec des dépenses publiques complètes, considérables. C'est-à-dire que le déficit public aux États-Unis est à 7% du PIB. Et la dette des États-Unis est en train de se rapprocher de la dette publique de l'Italie à 120% du PIB. Donc ça se fait avec beaucoup de dépenses publiques qui, bien sûr, boostent la croissance, qui reste cependant anémique. Donc, en gros, on a une croissance anémique. C'est vraiment le sujet. Est-ce qu'on est dans l'œil du cyclone et on va prendre une tempête? C'est bien possible. En France et dans les pays européens, on a des salaires qui ont baissé compte tenu de l'inflation. On a un record de défaillance d'entreprises en France. Je ne connais pas les chiffres au niveau européen parce que c'est des chiffres nationaux qui ne sont pas faciles à avoir. Et bien qu'on ait eu une relance par la dépense publique, en France aussi, hein, qui n'est pas dite, mais qui existe, puisqu'on a un déficit public qui est aujourd'hui à 5,5% du PIB, c'est-à-dire très important, il y a une dette très importante à 110% du PIB, eh ben, rien ne fonctionne bien. On est dans l'anémie, on a une industrie qui s'effrite, on a un déficit commercial en France qui est passé de 40 milliards à 100 milliards. Voilà, donc on a un vrai. Le tableau n'est pas beau, c'est anémique, c'est mou, et c'est bienvenue dans la croissance zéro, quoi. Voilà. Alors en fait, on devrait même parler d'une croissance, en fait, une croissance qui est négative parce que dans ce chiffre de croissance zéro, on ne tient pas compte en réalité de l'effet inflationnaire, car le PIB, lui aussi, a subi l'inflation, puisque tous les prix montent et nous le ressentons dans nos achats quotidiens ou hebdomadaires. Eh bien, cette inflation, elle devrait se signaler. Alors, j'ai une question parce que, Alors, je me permets, Pierrot, oui, puisque c'est le PIB nominal moins l'inflation qui est calculée. Sauf que l'inflation est complètement sous-évaluée. C'est c'est la ça. question. L'inflation est sous-évaluée. D'ailleurs, je donne un exemple pour montrer comment on se moque du monde dans les instituts statistiques. Récemment, j'ai failli devoir changer de voiture. Ma voiture, elle avait, euh, elle avait 14 ans, 90 000 kilomètres, et j'ai regardé son prix. Et j'ai regardé, et en fait, étonnamment, elle valait le même prix que 7 ans avant, quand elle avait que 7 ans et 30 000 kilomètres. C'est un délire complet. Elle a double, donc elle est passée de 5 500 euros à 5 200 euros, quasiment pas de dévaluation, alors même que, donc ce qui veut dire que son prix a explosé. Elle aurait dû valoir plus que 2000, 2500 euros. Et le prix a pratiquement doublé sur cette voiture-là, qui est une Peugeot 207 de base. Et en fait, l'INSEE, je suis allé voir l'INSEE sur les voitures d'occasion, et l'INSEE dit non, 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 non. En fait, il n'y a pas eu d'inflation du tout sur les voitures d'occasion. Donc, c'est ce biais-là qu'on est beaucoup plus appauvri et que les salaires baissent beaucoup plus fort et notre niveau de vie baisse beaucoup plus fortement que ce qui est annoncé par les statistiques. Alors là-dessus, j'allais dire que je regardais un site américain qui comparait la manière dont on calcule l'inflation aujourd'hui et qui la recalculait si nous la calculions officiellement, comme on le faisait il y a une quinzaine d'années, avant la crise des subprimes, et comme nous le faisions dans les années 70, lors de la grande crise due au choc pétrolier. Et le résultat, lorsque l'on recalcule l'inflation d'aujourd'hui, le panier de consommation,
Alors là aussi, il y aurait des choses à dire sur certains produits qui n'existaient pas à l'époque, évidemment, les ordinateurs, les téléphones. Mais enfin, on arrivait à une inflation calculée comme en 1970 aujourd'hui à 25% par an. Et effectivement, j'ai eu le même cas que vous avec une de mes voitures. Et donc, clairement, c'est une situation catastrophique pour le consommateur parce que les salaires n'augmentent pas, les coûts augmentent et les perspectives d'avenir sont difficiles. Comment les gens réagissent et à quel moment ils vont craquer, à votre avis? Bah, disons que je pense que les gens vont pas craquer, les gens ils se replient sur eux-mêmes, ils baissent leurs dépenses, ils vont moins au restaurant, ça va finir par poser des problèmes. Ils essayent de couper dans toutes les dépenses qu'ils peuvent couper, les dépenses qu'on appelle discrétionnaires, qu'on peut couper. Ils vont moins en vacances. Le sujet, c'est que bah, on va pouvoir tenir des déficits à 7% du PIB et faire locomotive de l'Occident très longtemps. Ça va pas être possible parce que la dette augmente très très vite et un vrai problème de confiance de se sentir quoi. Et même chose sur la dette française quoi, avec un déficit public de 5-6% du PIB, ça va pas se passer tant bien. Il va se passer quelque chose au niveau économique à un moment donné et on en est probablement plus très loin. Alors, comment font les Américains? Comme d'habitude, ils font exploser les marchés boursiers. La Fed fait tout pour manipuler les marchés boursiers et les faire monter. Donc, on se retrouve avec des situations où, pendant que l'économie va pas bien, les 40, le Dow Jones sont historiques. Mais ça ne peut marcher qu'un temps. Ils vont le faire marcher le plus longtemps possible, mais à un moment, ça marche qu'un temps. Et d'ailleurs, ce problème de dette et de manque de confiance, on le voit avec l'explosion des cours de l'or et de l'argent, Mhm. voilà, qui sont au plus haut historique pour l'or. L'argent est en train de rattraper très rapidement, qui est là pour continuer pas mal de temps. Monnaie crypto, mais moi, je et un petit peu plus classique sur l'or et l'argent, en fait, qui est ce phénomène de défiance qui est enregistré dans les cours records de ces matières. Alors, en cas de continuation d'une mauvaise tendance économique, l'autre problème, c'est que par rapport aux revenus des gens, c'est que non seulement ils n'augmentent pas, mais en plus, ils peuvent subir effectivement un chômage important. Vous parliez de la restauration, qui est un grand employeur dans beaucoup de pays. J'imagine l'hôtellerie, les voyages, le tourisme, tout se concatène et un effet domino peut se mettre en place. C'est à ça qu'on reconnaît en fait les dépressions, les crises. Et finalement, euh, comment, comment est-ce qu'on peut comment les gens ce que vous dites est étonnant parce qu'il y a un moment où soit on se tourne vers l'État en disant faites quelque chose, donnez-moi des sous, soit on attend des réformes, mais ces réformes, elles sont attendues depuis 40 ans. Hum. Et puis, ça ne va jamais dans le bon sens. En fait, depuis 40 ans, on a un système qui est fait pour les plus riches, quoi. Très clairement, d'ailleurs, les dividendes, les actions ont complètement explosé. Par exemple, les dividendes du CAC 40, c'est 20 milliards en 2000, c'est aujourd'hui 100 milliards d'euros, dividendes et rachats d'actions. Donc, les plus riches prennent tout et ils en veulent toujours plus. D'ailleurs, on a un phénomène, notamment aux États-Unis, qui est extrêmement inquiétant, mais qui se retrouve aussi en France un peu différemment, c'est le phénomène du logement. Les gens n'arrivent pas à se loger parce qu'en fait, les grands trusts financiers achètent des appartements, des maisons et font monter les loyers et les prix de l'immobilier à un niveau complètement délirant aux États-Unis. Les gens n'arrivent plus à se loger très clairement et ils ne peuvent certainement pas acheter des biens immobiliers. Il y a un effondrement des biens immobiliers et il y a une crise du logement aussi en France. Puis il y a un autre phénomène de cette crise, c'est l'immigration, les flux d'immigration. Quand vous avez 500 000 personnes qui arrivent par an, bah évidemment que ça pose un problème pour les loger. Et aux États-Unis, Biden a fait venir le même montant en pourcentage de la population. Je crois qu'il y a 3 millions de nouveaux arrivants par an, ce qui est gigantesque et qu'il faut loger. Donc c'est vrai qu'on va à un moment donné avoir d'énormes problèmes pour les gens baissent leurs dépenses, mais à un moment donné, c'est une question de survie, quoi. Très clairement, c'est compliqué de survivre dans ces conditions-là parce qu'ils ne pourront plus baisser leurs dépenses, quoi, tout simplement. Alors là-dessus, depuis la dernière fois, on a parlé, vous avez un petit peu changé d'avis sur les énergies, notamment le pétrole. Euh, nous approchons, et de plus en plus les instituts officiels l'admettent,
à des moments où la production va difficilement augmenter. Et il va falloir faire avec peut-être une production qui baisse, ou en tout cas des prix qui augmentent. Sauf miracle technologique, c'est pas exclu. Moi, je connais quelques technologies intéressantes qui sont en train d'émerger dans le monde du pétrole, mais ça prend toujours longtemps avant qu'elles soient mises en place et que le résultat soit là. En tout cas, voilà, on arrive vers un moment où l'énergie commence à devenir plus chère, plus rare, et donc c'est plus difficile d'emprunter, pas de l'argent ce coup-ci, mais de l'énergie sur l'avenir en prenant énormément bon marché pour insuffler de la dynamique économique. Et comment on va faire? Alors, comment faire? C'est vrai que sur le pétrole, alors, on approche du pic pétrolier, du moment où la moitié du pétrole extrait, enfin, disponible sera extrait. On ne sait pas exactement quand, est-ce que c'est maintenant, mais on saura. Par contre, il y a un phénomène à noter, c'est que bah, comme l'économie mondiale va pas bien, en fait, la consommation de pétrole est stable. On n'a plus de hausse de la consommation de pétrole depuis 4 ans. Ça a l'air d'être relativement étal. Bon, il y a les énergies renouvelables, il y a aussi le nucléaire, en fait, qui est relancé notamment fortement en Chine, mais aux États-Unis bientôt et dans différents pays. Disons que pour l'énergie, évidemment, le nucléaire est vraiment l'énergie de l'avenir. Les écologistes nous ont envoyé dans le mauvais chemin, puisque en fait, les panneaux solaires et éoliens produisent même pas la moitié du temps à eux deux, cumulés, et donc il faut de toute manière des énergies fossiles. Alors qu'au niveau nucléaire, on a ce qu'il faut pour produire pendant à peu près 2000 ans de l'énergie nucléaire au rythme de la consommation mondiale d'énergie, ce qu'il y a en réserve. En France, juste qu'il y a un magasin permet de produire pendant 2000 ans d'énergie nucléaire. Tout ça parce qu'en fait, la partie euh, si vous voulez, sur l'énergie nucléaire, on n'utilisait que 1% de l'uranium, en fait. Ce qui, je ne me trompe pas, c'est l'uranium 235. Et on n'utilisait pas l'uranium 238, qui, lui, pourra être utilisé dans les nouvelles centrales. Donc, on a tout ce qu'il faut en termes d'énergie nucléaire pour passer le cap du pétrole et pour se passer de pétrole à un horizon de 20, 30, 40, 50 ans, quoi. Si on fait les choses correctement, quoi. Pour le moment, c'est pas ce qui avait été fait, mais c'est vrai qu'on revient à la raison et petit à petit, tous les pays commencent à se dire qu'il faut construire des centrales nucléaires parce que sinon, on aura un problème, effectivement, d'énergie. Mhm. Alors, pour faire ce que vous venez d'expliquer, et la France l'a fait, et c'est un exemple de succès en Europe sur les 60 dernières années, puisque le programme nucléaire démarré, je crois que c'était le ministre Mesmer dans les années, fin des années 60, a eu 70, 73, quoi, à peu près, ça a été 73, lancé. voilà, a eu un succès, et puis tout ce qui vient avec, les trains à grande vitesse, etc. Il y a une technologie, un savoir-faire, une ingénierie qui a été la meilleure du monde, on peut le dire, et qui nécessite un État stratège. Aujourd'hui, l'État stratège, il semble plutôt avoir des stratégies quant à des programmes sociétaux, envoyer des travestis dans les écoles, mettre des chanteuses maliennes aux Jeux Olympiques, faire porter la flamme olympique par des membres de minorités, ultra-minorités sexuelles, etc. Bon, on ne le voit pas tellement, l'État stratège. Parfois, il vend même des entreprises fleurons à des pays étrangers. Euh, parce que, évidemment, vous avez un combat politique, vous menez un combat politique depuis des années, vous avez une vision politique importante. Euh, on suscite l'intérêt dans la population pour qu'elle fasse pression pour que cet État stratège revienne? Alors, c'est sûr que l'État stratège, on est mal barré puisque Macron, il a nommé Bayrou commissaire au plan. Et Bayrou, il n'a jamais rien foutu dans sa vie politique. Et là, comme commissaire au plan, il n'a rien fait, quoi. Alors, l'État stratège, pour le faire revenir, bon, bah ça, j'ai pas d'une boule de cristal, mais je pense que là, les Français commencent à comprendre que ça fonctionne pas du tout, hein, les techniques de Macron. D'ailleurs, dans les sondages, il serait à 15% aux élections européennes contre 33% pour le Front National qui lui, bon, un discours un peu flou, mais quand même pour l'État stratège et la planification. Donc on voit que les Français commencent à évoluer. J'espère qu'on arrivera à susciter effectivement des gens qui planifient et qui font pas n'importe quoi. Parce que vous voyez, les centrales nucléaires françaises dans les années 70, elles ont été conçues de façon simple, résiliente. Il n'y a jamais eu d'accident nucléaire important en France.
Puis dans les années 2000, on s'est mis à vouloir faire les nouvelles centrales nucléaires EPR, mais là déjà on les a fait avec les Allemands, ce qui est toujours très compliqué pour les Français de bosser avec les Allemands, parce que Siemens est venu, a foutu le bordel en voulant que ce soit à moitié on prenne les trucs français, à moitié les plans allemands, donc on a mélangé tout ça. On a eu des gens qui ont demandé un nombre de niveaux de sécurité absolument considérable, ce qui a fait que les centrales en fait étaient très très difficiles et longues à construire. Donc, l'état stratège, c'est simplifier, savoir où on va et avoir des gens pragmatiques, des gens qui ont mené des entreprises. Hein. C'est pas beaucoup de gens. Hein. Un état stratège, une planification, c'est quelques dizaines de personnes au niveau de l'État français qui, en fait, travaillent avec les grandes entreprises privées et les PME pour lancer des grands projets à long terme, quoi. Et surtout des projets où on saupoudre pas. C'est-à-dire qu'il faut arrêter. Macron, il adore mettre il dépense beaucoup d'argent pour les entreprises. Il met 500 millions dans l'hydrogène par-ci, 500 millions par-là. Mais tout ça, c'est des petites sommes et c'est pas stable. J'ai discuté avec des entrepreneurs français qui me disent qu'il faut, c'est dire voilà, on se lance sur ce programme sur 5 ans et sur 5 ans, telles sommes vont arriver pour. Mais si vous faites bien le boulot, toutes les sommes vont arriver. Et là, les entreprises peuvent recruter, travailler sur le long terme et on travaille sérieusement sur un sujet et pas sur des plans de com et de marketing où tout ça est très court terme et avec des effets d'annonce, quoi. Mhm. Dans la situation actuelle, alors si on remonte d'un niveau, l'Union européenne et peut-être jusqu'à ses maîtres américains, le tableau n'est pas très, très rose non plus. L'Europe, dans son ensemble, avec des variantes, ne va pas très bien. Et les États-Unis sont peut-être dans leur plus pire moment dans leur histoire. En fait, j'arrive pas à trouver un moment où c'est aussi sombre. Leur unité est défaite, ils ont des problèmes de drogue, de tout ce qu'on veut dans leur pays. Euh, Cet Occident, pourtant, continue son arrogance à vouloir imposer son point de vue de politique sociétale et d'autres à travers le monde, et est en train et semble aller vers la guerre. En quoi la guerre et l'économie sont liés ou devraient être liés. Et finalement, est-ce qu'on n'est pas un colosse au pied d'argile qui essaie de faire une guerre ou de la financer ou peut-être de la faire vraiment, mais qui n'a pas la base industrielle nécessaire pour le faire? Ouais, c'est tout à fait ça. Le problème, c'est qu'on n'a plus la base industrielle pour faire une guerre. Parce que n'oublions pas que les États-Unis ont gagné la Deuxième Guerre mondiale avec une base industrielle complètement gigantesque. Mhm. C'était 50% de l'industrie du monde. Les Américains n'ont jamais été d'énormes, de très grands stratèges en termes de guerre, mais ils comptaient sur le poids des équipements qu'ils produisaient qui étaient gigantesques. On voit que c'est plus du tout le cas sur la guerre avec l'Ukraine. Euh, et effectivement, toute la problématique, c'est que les États-Unis veulent d'un côté conserver une hégémonie mondiale et en fait diriger le monde d'une certaine manière, tant avec les programmes sociétaux qu'avec une forme de libre-échange, tout en ayant le dollar qui leur permet de faire des gros déficits extérieurs et en fait de consommer des biens produits ailleurs, ce qui n'a rien de bon pour la population, hein, parce qu'elle peut consommer, mais elle n'a pas de travail, ce qui est un vrai problème. Et les autres pays disent non, l'hégémonie américaine, le mondialiste, le fait que tout soit imposé par les États-Unis et des ONG américaines et des organisations tenues par les États-Unis, ça suffit. Et en fait, la réplique des BRICS, elle est de dire nous, on ne veut pas la guerre, on veut juste être des pays libres et souverains. Là-dessus, moi, je ne suis pas un immense admirateur des Chinois, je n'ai pas du tout envie de vivre à la chinoise, mais remarquons quand même que et la Chine, la Russie et les autres pays des BRICS, hein, donc, qui sont en train de les rejoindre petit à petit. Récemment, la Thaïlande, qui est un pays grand ami des États-Unis, disent qu'en fait, ils veulent vivre de façon libre et souveraine et pouvoir décider pour leur paix. Et je pense que c'est beaucoup mieux, effectivement. La Suisse se réjouit, même si bon, ça commence à aller un peu moins bien qu'avant, mais enfin, ça se passe bien en Suisse. La Suisse est un des rares pays en Europe qui est libre de grandes organisations supranationales. Elle décide de sa politique et on voit que ça marche beaucoup mieux. Ben voilà, nous, ce qu'on veut, c'est ça, et tous les pays du monde veulent effectivement pouvoir être libres dans leurs décisions. Ça, c'est fondamental. Si on nous envoie à la guerre, comment est-ce qu'on peut dire non? C'est compliqué, hein, mais je n'ai pas d'avis là-dessus. Est-ce que tu as un avis, toi? Moi, j'ai un avis, mais je pense qu'il est illégal. Il ne peut pas être dit en ligne. D'accord. Ben, je pense que ça va être. C'est vrai qu'ils veulent nous envoyer à la guerre. Je pense que la Russie n'a aucun intérêt de faire la guerre contre l'OTAN, hein, qui est beaucoup plus grande et Mhm. importante. Euh,
Et les États-Unis n'ont pas envie de faire la guerre contre la Russie. Clairement, ils sentent que ça peut dégénérer en guerre nucléaire. Il n'y a que les Macron qui ont, et des gens comme ça, et les petits pays baltes, etc., qui osent prendre des risques de plus en plus importants. J'ai l'espoir quand même que la guerre n'ira pas à son terme, en fait, que les Occidentaux ne sont pas fous, parce que je pense que là, ça passerait très mal. Je ne vois pas les gens, je ne sais pas ce que tu en penses, je ne vois pas les Français, en fait, je ne sais pas ce qu'il en est des Suisses, Non, partir la fleur au fusil à la guerre pour une guerre qu'ils ne comprennent pas, quoi, en fait. non, 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 ça je ne crois pas. Mais voilà, la décision peut être prise. Il y a déjà eu des décisions idiotes hein, dans l'histoire. C'est Euh, vrai. alors, moi, j'ai écrit des livres sur l'effondrement, plutôt l'effondrement économique, bien sûr. J'ai écrit des livres comment se préparer à notamment des crises nucléaires, biologiques, pandémies, chimiques, déjà en 2016. Et s'il devait y avoir un effondrement économique, c'est-à-dire une crise, on va le définir parce que ça peut vouloir, pour certains, ça veut dire Mad Max, j'y crois pas non plus, mais en revanche, un effondrement qui nous amène à un chômage de masse, vraiment une perte du contrôle de l'État sur son territoire, bon, plus que maintenant, je veux dire, et vraiment des difficultés extrêmes. À ton avis, à quoi cela pourrait ressembler? Et surtout, parce que c'est ce qui est intéressant, c'est de rester positif, comment est-ce que on se reconstitue, pas au terme individuel, ça je l'explique dans mes bouquins, mais surtout à terme collectif, comment est-ce qu'on reconstitue une nation au point de vue d'économie, au point de vue d'industrie, à partir d'une catastrophe qui pourrait ressembler à toute proportion gardée, à l'Allemagne de post-1945, sans forcément l'occupation militaire étrangère, mais enfin, quel serait ton imaginaire sur ces questions? Moi, je suis quand même plutôt quelqu'un qui est du côté de l'État, quoi, en fait. Et je pense que sans État, on ne peut pas s'en sortir. Et c'est vrai que le vrai problème qu'on a, c'est qu'on a un effondrement de l'État. Et l'effondrement de l'État, il se comprend parce qu'on a des personnages à la tête de l'État qui sont des personnages qui ne portent aucune exemplarité. Donc, en fait, la population dans son ensemble voit des gens qui ne sont intéressés que par leur intérêt personnel, par gagner de l'argent sur le dos de l'État. Voilà, on a des présidents, on a l'impression qu'ils prennent de la drogue, qui ne respectent rien, qui mentent en permanence. Et c'est ça qui est en train d'effondrer effectivement l'autorité de l'État en France. Et on le voit avec la multiplication des crimes et des agressions, de l'insécurité, qui est d'ailleurs, c'est à cause de ça, c'est-à-dire que la base, quand tu as peur de sortir, tu as peur que tes enfants sortent, à ce moment-là, tu as un choc, tu as un électrochoc. Et là, on est dans cet électrochoc en France. Je pense que c'est quelque chose, pourtant, c'est pas vraiment un de mes thèmes, hein, la sécurité, la criminalité, mais là, on est dans un tel niveau d'insécurité que bah, maintenant, les cadres votent majoritairement Front National. Donc, il y a une véritable envie de s'en sortir par le collectif. Après, voilà, il faut retrouver, il faut que les Français aient la force. Ça se fait par deux niveaux, qu'il y ait des élites qui proposent des choses intéressantes aux Français avec l'exemplarité, fondamentale, hein, une vraie exemplarité, honnêteté, intégrité, et de l'autre côté, des Français qui poussent ça. On arrive, et d'arriver, c'est l'un et l'autre qui, l'un constitue l'autre, etc. Et là, peut-être qu'on pourrait, avec ça, on peut reprendre le pouvoir, en fait, parce que le pouvoir est extrêmement fragile, hein, peut-être même qu'il se ramassera à la petite cuillère à un moment donné, tellement il sera décrédibilisé. C'est cela, quoi. Je veux dire, il faut refaire collectif, alors que tout le plan des Lumières depuis 1789, ça a été de nous dire de nous intéresser juste aux droits de l'individu, aux droits de l'homme, et de déconstruire tout ce qui était collectif, en fait, en ne pensant qu'à l'individu. C'est la chose qu'on a oubliée. Après, dans le processus, ça m'intéresse d'ailleurs d'avoir ton avis sur le sujet, quoi, tu vois, parce que c'est quelque chose que j'ai moins étudié, quoi. Hmm. Bon, l'effondrement, j'ai étudié évidemment les exemples historiques qui sont bien transcrits et récents. L'Union soviétique, quand elle s'effondre en 91, pendant des années, c'est un effondrement économique avec des millions de morts indirects. C'est pas une guerre, mais il y a de l'alcoolisme, il y a en fait, c'est un suicide lent qui se met en place de gens qui perdent tous les repères. Mais d'autres sortent leur innovation, leur roublardise, même parfois même de la malhonnêteté. Des escrocs prennent le contrôle de pans entiers de l'économie, mais enfin, beaucoup se débrouillent. Et après une décennie très dure, le pays, avec un nouveau leadership très autoritaire et basé sur les restes de ce qui existait avant, qui était en fait le KGB,
C'était une des rares choses qui fonctionnait encore avec des gens compétents, peut-être moins idéologisés qu'ils n'en paraissaient, hein, qu'on aurait pu le supposer, mais qui finalement ont reconstruit un pays avec un leadership, en tout cas compétent, et qui avait une direction et qui a un peu, qui a aussi été capable d'être malin. Bon, ça, c'est un exemple. On a un effondrement plus dur encore, c'est celui de la Yougoslavie, un pays qui se morcelle avec des guerres ethniques. On peut observer la guerre civile du Liban comme un exemple d'effondrement, pourtant dans une époque où tout allait bien partout dans le monde. On a un pays qui implose, qui se déchire sur des lignes ethniques, sur des lignes bizarrement politiques et qui finit quand même dans un chaos jusqu'à avoir l'occupation des forces américano-françaises. On se souvient du poste du Drakkar, etc. C'était quand même avec des conflits, des prises d'otages, etc. C'était chaotique. Il n'y avait que les inconnus qui avaient réussi à nous expliquer correctement la situation politique du Liban. Mais plus loin, évidemment, on a beaucoup plus intense, c'est la chute de Rome, de la partie occidentale de l'Empire romain. Euh, mais là aussi, la proportion est difficile à garder. On a un effondrement économique de la Chine entre le 18e et la fin du 19e siècle, euh, entre la guerre de l'opium, la guerre des boxers, et puis son morcellement dans les différents chefs de guerre, et l'invasion ensuite du Japon. Et tout ça, ce sont des exemples qui ne peuvent pas être comparables, mais qui nous donnent des indices sur des éléments qui arrivent. On a plus petit, même si à l'époque, ça n'avait pas l'air petit, on a la crise de 1929, la crise de 1919 à 1923 en Allemagne. On a plein de petits exemples. On a la crise argentine que l'on a tous étudié, la crise des années 90. 99 aussi, il y en a eu plusieurs en Argentine avec cette perte. Moi, j'ai vécu personnellement un petit effondrement économique au Zimbabwe où je travaillais en 98 avec une hyperinflation fantastique en quelques mois qui était spectaculaire. On a des exemples différents à travers le monde. Et comparaison n'étant pas raison, nous sommes dans un monde très différent. Nous sommes dans un monde, en tout cas, il y a quelques années, il était très interconnecté. Depuis le Covid, moins. Depuis l'émergence des BRICS, il commence à y avoir des nouveaux rideaux de fer qui se mettent en place. Et on peut très bien avoir des endroits qui collapsent, des pays qui s'effondrent. Moi, et je termine mon monologue, pardon. J'avais beaucoup spéculé sur trois pays dangereux dans un effondrement. C'est la France, l'Angleterre et les États-Unis, parce que ce sont des pays structurellement avec beaucoup de dangers. Après, ce pas les seuls, hein. L'Égypte, c'est une bombe à retardement. Mais bon, on n'y habite pas, a priori. Donc, on a ces problèmes-là et surtout, on a les éléments exogènes qui sont imprévisibles. La guerre qu'il y a aujourd'hui au Moyen-Orient était prévisible, mais quand même difficilement prévisible. Donc c'est assez complexe. Et quant à reconstruire, là, je suis d'accord avec toi, ce sera beaucoup par le travail collectif, mais pour un travail collectif, il faut encore qu'il y ait un peuple. Et ça, je ne le vois pas beaucoup autour de moi, le peuple. Ben, je pense que le peuple français a été matraqué depuis les années 70 par le fait que, par les européistes qui ont voulu, ceux qui voulaient faire émerger l'Union européenne et la rendre de plus en plus puissante, ont trouvé quelque chose de très simple, c'est de critiquer la France qui est trop petite, qui est nulle, qui a fait Vichy, qui a fait... Donc de faire repentir la France pour que les gens se disent, comme disait Mitterrand, la France est mon passé, l'Europe c'est mon avenir. Quoi. Donc il y a encore un peuple français. Maintenant, il y a une partie forte d'immigration non assimilée. Donc ça, c'est un énorme problème à gérer. Mais il y a encore un peuple français avec une vision. Mhm. Alors c'est vrai que les trois pays dont tu parles, France, Angleterre, États-Unis, finalement, effectivement, ils sont peut-être les plus fragiles parce que ils sont basés sur la liberté. En fait, ces trois pays basés sur la liberté, pas sur l'autorité. Or, quand on est dans un système de droits de l'homme, déjà individualiste, et qu'en plus on est des pays axés sur la liberté, ça complique les choses. Enfin, tous les effondrements dont tu parles, ils sont assez différents. Tu vois, le Liban, par exemple, c'est vraiment un effondrement économique aussi, hein. Parce que j'ai bien regardé ce qui se passait à un moment donné. Je suis allé d'ailleurs au Liban en
2019, si je ne me trompe pas, chez un ami en vacances, et j'étais étonné, c'est-à-dire que tout était importé. Donc c'est un pays qui fonctionnait quand ils importaient 100, ils exportaient 10. Et donc le pays a tenu de façon très particulière parce que c'était la Suisse du Moyen-Orient, donc plein de banquiers. Donc il leur fallait trouver beaucoup de dollars pour payer leurs importations, et les dollars, ils arrivaient dans les banques pour se placer, tu vois. Et à un moment donné, bah, les gens se sont rendus compte au bout de 10-15 ans qu'il y avait beaucoup, beaucoup de dollars placés dans les banques, mais il n'y avait plus de dollars pour les rembourser. Et donc, il y a eu un collapse, un effondrement de la monnaie qui a été divisé par 10 et un effondrement du niveau de vie des Libanais basé uniquement quasiment sur les importations divisé par 10. Bon, en plus, ce pays, effectivement, est divisé en castes, pas en castes, en musulmans chiites, musulmans sunnites et chrétiens. Et donc, et chacun, tout le monde se bat les uns contre les autres. Donc, c'est très compliqué. L'effondrement de l'Argentine, c'est un effondrement qui, à mon avis, bah, dure depuis 130 ans, hein. Enfin, en fait, là, en plus, ils ont eu Milei, je ne suis pas du tout sûr que ce soit une bonne chose pour eux, mais depuis 120 ans, et en fait, il est dû au fait qu'ils ont des élites dirigeantes qui sont, bah, comme les élites françaises actuelles, des élites compradors, c'est-à-dire des élites qui pillent le pays et qui, derrière, n'ont pas confiance dans le pays parce qu'ils font n'importe quoi, donc ils balancent l'argent ailleurs dans d'autres pays du monde, et donc le pays ne se développe pas, puisque les riches prennent l'argent et balancent l'argent ailleurs. Euh, Effectivement, je ne sais pas quels sont les pays les plus fragiles. Je pense qu'en plus, tout ça est chaotique. Ça peut partir d'un coup en vrille, hein, très clairement. Bah, effectivement, d'ailleurs, Israël, la crise en Israël, la violence de la crise, comment c'est en train de partir en vrille, et le pays est en train de partir en vrille à cause de cette crise, de cette ignoble prise d'otage suivie d'une réaction qui n'est pas terrible d'Israël, même qui est très laide. Voilà, tout ça est extrêmement compliqué. Moi, je pense que le danger le plus grand, c'est les flux d'immigration et puis le sociétal, hein, de toute manière. C'est le fait qu'on parte sur. Les gens ne savent plus s'ils sont un homme ou une femme. Voilà, et là, les hommes qui s'habillent en femmes, les femmes qui s'habillent en hommes, et tout se mélange, et c'est LGBTQ. Voilà, ça, c'est le plus grand danger parce que ça fait exploser les familles, et les familles, c'est la cellule de base de la société. Donc il faudra redéfendre la famille, hein, cette cellule de base, pour Mhm. pouvoir reconstruire. Après, j'espère qu'on n'arrivera pas vers l'effondrement parce que ça serait compliqué. Parce que tu vois, l'effondrement à Rome, bon, les gens se sont remis, il y a eu sans doute beaucoup de morts à l'époque, mais ils sont remis à l'agriculture. Là, je ne pense pas qu'on va se remettre tous à l'agriculture pour que chacun produise ce qu'il va consommer. Ce qui a été le lot des paysans français et européens pendant des centaines d'années après l'effondrement de Rome. Tu vois. Je pense que là, ça serait une grande catastrophe, quoi. Mais par-delà ça, il y a une chose très compliquée à gérer, c'est qu'on a des systèmes complexes. C'est-à-dire qu'on a des systèmes beaucoup plus trop complexes aujourd'hui et très dangereux. En fait, bah, par exemple, les gens n'en ont pas envie, mais sur les voitures, il y a de plus en plus d'électronique qui les rend fragiles et qui les rendent complexes, piratables, même si vos voitures sont, elles pourraient être piratables si elles sont conduites par l'informatique. Il suffit de quelqu'un perdre le contrôle de son ordinateur, c'est embêtant, mais celui de sa voiture, c'est encore plus embêtant. Et donc, il faudrait trouver un moyen, mais ça, c'est difficile, hein, d'aller vers des systèmes moins complexes, de faire de la low-tech, en fait, pour que on soit plus résilient, chacun individuellement et collectivement. Moi, personnellement, c'est vrai que je préfère maintenant la base technologie, c'est-à-dire, bah, évidemment, j'ai un ordinateur comme tout le monde, on peut rien faire sans, mais le reste des choses simples qui fonctionnent bien, qui sont de qualité, plutôt que des produits très complexes et de mauvaise qualité qui risquent de sauter tout le temps, hein, parce que cette complexité, elle est une vraie problématique pour nos sociétés, quoi. D'ailleurs, je te partagerai une anecdote. J'ai bossé dans les années, milieu des années 2000 en tant que consultant à un moment chez Volkswagen, le groupe Volkswagen en Allemagne, à Wolfsburg, parce Mhm. qu'ils avaient un problème justement avec la complexité de l'informatique et de l'électronique embarquée, ou ne serait-ce que par exemple sur une voiture de type Golf, la pièce la plus chère est la gaine pour inclure toutes les parties électroniques qui est derrière le tableau de bord et qui la transporte à travers le toit et jusqu'à à l'arrière. Et en fait, cette gaine était fabriquée au Maroc à la main. Et c'était sur une Golf, un truc à 2000 euros. Donc la pièce la plus chère de la voiture. Et leur problème, c'était justement de comment essayer de simplifier les milliers et milliers de combinaisons possibles de tous les choix d'options
que le client, le consommateur va aller choisir, et parce qu'il s'était il s'était fourvoyé dans une voie de plus d'options, plus de choix, plus de gadgets qui rendait extrêmement complexe finalement la fabrication qui, on le sait, dans le monde automobile, reste fordiste. Et ceux qui ont réussi à gagner dans ce concours, en fait, c'est Dacia et donc Renault. Donc, bravo aux Français d'avoir racheté ce groupe, cette marque roumaine qui faisaient des voitures tout à fait qui marchaient très très bien, mais qui sont simples, qui n'ont pas toute cette informatique embarquée et cette complexité. Donc c'est vrai que la complexité multiplie de manière exponentielle les risques. Alors, le pendant positif qui va à l'encontre de la complexité, pour autant que le système idéologique économique le permette, c'est le sens de l'innovation et le sens de l'entreprise humaine. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un perçoit des dysfonctionnements dans un système complexe, l'humain va dire, il y a de l'argent à faire, je vais me mettre comme intermédiaire, je vais essayer d'amener des solutions et d'apporter des produits, pour peu que ça se fasse suffisamment vite. Mais c'est vrai que ça fonctionne dans un monde libéral où l'économie peut être un peu à l'américaine ou à l'anglo-saxonne, où on peut très rapidement créer une entreprise, apporter une solution, pif pouf, fabriquer quelque chose et répondre à un dysfonctionnement ou une cassure dans une chaîne d'approvisionnement, dans des pièces détachées. Aujourd'hui, des pièces détachées, c'est super, ça devient super compliqué. J'essaie de faire réparer une voiture en ce moment. Si je dois changer une boîte à vitesse, ils sont obligés de la commander au Japon. Et en fait, il n'y a pas de stock nulle part. Dans le monde entier, il n'y a plus de stock. Et ils doivent attendre que l'usine la refabrique. Alors que c'est une voiture relativement, bon, elle est plus produite, mais elle est encore relativement courante. Et donc, ça devient un peu, parce que lorsque l'économie est trop planifiée du fait, alors ce n'est pas une planification à la communiste avec un plan quinquennal, une planification qui est amenée par trop de réglementation, trop de, comment dire, de taxation, trop de lois qui ont été ajoutées et qui ont un effet de planification parce que, ben, voilà, on restreint les capacités à être Je innovant. pense que c'est l'inverse, tu vois, sur les Alors, voitures. explique-moi. Alors, je vais t'expliquer. En Europe, sur le problème des pièces détachées en Europe, en fait, l'Union européenne a restreint avant, si tu veux. Pourquoi il y a des pièces détachées automobiles? Bon, c'est parce que les constructeurs sont sérieux, mais parce qu'ils ont des obligations de pièces détachées. Or, Mhm. l'Union européenne, par exemple, et la Suisse, je pense, est victime de cela aussi, a limité le nombre d'années, c'est-à-dire que dans lequel les constructeurs doivent avoir des pièces détachées. Quand un modèle vient d'être fini d'être fabriqué, je crois que c'est pendant 5 ans, il doit y avoir des pièces détachées, pas plus que ça. Et donc, ça pose un vrai problème. Combiné à l'appétit pour l'argent des constructeurs qui veulent plus zéro stock, Mhm. etc., voilà, ça a proposé un vrai problème. Donc, moi, je pense que c'est à l'État de réguler et de faire en sorte que les pièces détachées doivent obligatoirement être fournies. Il y a une deuxième problématique, et moi, je le vois aussi par l'État, tu vois, on est différents. Mhm. Moi, je pense que les pièces détachées, l'État devrait dire, les pièces détachées ne doivent pas valoir plus que deux, trois fois le prix d'un produit. C'est-à-dire que si tu remontes ta voiture à partir des pièces détachées constructeurs, il ne faut pas que ça te coûte plus que deux, trois fois. Aujourd'hui, je pense qu'on est à Ah 10 ouais. fois, quoi. Ah oui, Et facile. c'est pour ça, c'est une vraie folie, parce que c'est anti-écologique, anti-économique. Tu as un lave-vaisselle qui ne marche pas, et ben le coût de la réparation à cause des pièces détachées, ben, maintenant les gens le jettent, hein, très clairement, parce que ça devient extrêmement dur de le faire fonctionner. Il y a un troisième point qui n'est pas parfait, mais qui pourrait aider, c'est noter la durée de vie des produits, ce qui forcerait peut-être les constructeurs à simplifier un peu les choses. Donc, de faire que, par exemple, normes françaises en France testent la durée de vie des voitures, la durée de vie des téléphones, des câbles de téléphone, des pièces soit chères et lourdes, soit très utilisées. Parce que tu vois, on a le même problème. En fait, quand tu laisses les industriels faire ce qu'ils veulent, ils font n'importe quoi à la fin. C'est tout le problème. Et l'État peut faire n'importe quoi aussi en termes de bureaucratie, hein. Je ne dis pas le contraire. Tu vois, par exemple, les câbles de téléphone, s'ils étaient testés, eh ben, on ne serait pas obligé de les changer tous les 6 mois. Parce que tu vois bien que les câbles de téléphone, en fait, ils ne sont pas là pour durer. Même si tu les payes 25 euros chez Apple, en un an, très souvent, ils sont abîmés. Donc, des règles sur des durées de vie des produits permettraient très clairement, à mon avis, de régler une partie des problèmes. Après, est-ce que l'État peut trouver toute la durée de vie de tous les produits? Ça va être compliqué. Il ne faut pas non plus compliquer à l'extrême, mais c'est un vrai sujet, quoi. C'est un vrai sujet pour ça. Et c'est vrai que moi, ma voiture, tu vois, la voiture
J'ai failli la vendre, la 207, j'ai failli la mettre à la poubelle parce que la carte d'ordinateur, en fait, la carte mère de la voiture était en panne. Elle avait reçu du liquide et elle ne marchait plus. Et plus rien marchait sur la voiture. C'est absurde, le moteur marchait bien. J'ai eu une chance incroyable de trouver un électronicien, ça m'a pris 3 mois, qui puisse me la réparer. Mais c'est vrai que cette électronique partout, cette complexité partout, c'est vraiment extrêmement problématique, quoi. Il va falloir trouver les moyens de réduire cette complexité, quoi. Et au-delà de l'électronique, même sur des choses simples, notamment chaque grand pays, en tout cas ça devrait être le cas de la France, devrait avoir son autonomie pour être capable de produire ses propres pièces détachées. Même par exemple les pneus, je découvre, parce que étant un peu survivaliste, j'ai des pneus de rechange pour ma voiture que je garde en stockage. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, les pneus, ça ne se garde pas en stockage. Au bout d'un moment, leur propriété ne fonctionne plus. Donc, je vais quand même devoir les utiliser et faire tourner. Et alors que je m'étais dit, voilà, en cas de problème, j'ai des pneus de rechange, ça me donne 30 000 km, donc pratiquement tout ce qu'il faut en cas de crise. Et en fait, non, il faut que je les... Donc, y a-t-il un fabricant de pneus dans un pays? Y a-t-il un fabricant d'armes pour la police et pour l'armée? Et souvent, la réponse est non. Souvent, même des choses essentielles et la ramification de ce qu'on définit comme étant essentiel va très loin, eh bien, n'est plus présent. Et donc, comment convaincre une population de payer plus cher pour avoir finalement une autonomie stratégique dans l'essentiel de ce dont elle a besoin? Alors là, ce qu'a fait l'Union européenne et puis le monde entier, en fait, ça a été plus vicieux que ça. C'est devenu impossible de savoir d'où vient un produit maintenant. En fait, l'Union européenne a fait que tu n'as pas le droit d'imposer aux fabricants de dire où sont fabriqués les produits, à part sur les fruits et légumes que l'on trouve dans les supermarchés. Et le reste est interdit et fait de façon hyper floue parce qu'il ne doit pas y avoir de préférence nationale. Donc, il faut revenir là-dessus. Après, la deuxième problématique, c'est que la mondialisation, effectivement, a fait en sorte que bah, les produits sont produits dans le monde entier. Et tu sais, par exemple, sur les puces maintenant sont fabriquées dans des usines à 20 milliards de dollars. Et donc, c'est vrai que tous les pays du monde ne peuvent pas avoir leur fabrique de puces. Donc, c'est une vraie problématique du développement technologique qui fait qu'on a des usines de plus en plus grandes. Donc, un vrai problème. Est-ce que les gens sont prêts à refuser à changer? Ça, j'en suis pas sûr. Moi, ce que je pense, c'est que si tu as marqué fabriqué en France pour les produits français, fabriqué en Suisse ou fabriqué en Chine, les gens sont prêts à payer un peu plus cher. Et puis l'autre chose, c'est que par contre, ça doit être en conséquence avec une durée de vie des produits qui soit longue, donc des produits de qualité qui durent longtemps. Parce que tu te rends compte que, tu vois, moi, par exemple, j'ai acheté des coupons faits en Chine, j'en ai acheté un tous les ans. Là, j'en ai acheté un qui est 5 fois plus cher, mais ce truc-là, ça fait 5 ans que je l'ai, c'est pour 20 ans, 30 ans, quoi, presque à vie. Mhm. Donc, on y perd, en fait, à acheter des mauvais produits de mauvaise qualité. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut se battre, quoi. Que les gens achètent moins, mais des produits plus durables, de meilleure qualité, fabriqués plus près de chez eux. Ça, c'est la vraie écologie en plus. C'est vrai, tout à fait, tout à fait, tout à fait juste. Parce que la quantité de métal dans un coupe-ongle chinois est presque la même que dans un coupe-ongle inox indestructible fait, je sais pas, en Allemagne ou en France ou en Suisse. Et si ça marche pour un Et tu vois, coupe-ongle, le ça truc pourrait être pour le vraiment, reste. un des trucs les plus dangereux pour la survie de notre société, c'est le problème de manque de matières premières, mais pas d'énergie, c'est le métal. Là, sur le cuivre, on a un vrai problème. Les Mhm. mines de cuivre, on consomme une quantité de cuivre absolument phénoménale, de plus en plus importante. Par l'électrification, on va en consommer encore plus. Et le problème, c'est qu'on exploite du cuivre dans des mines qui sont parfois à 0,5% de cuivre. Donc, il faut faire fondre les roches, récupérer des tout petits bouts de métaux. Et le prix est extrêmement cher, puisque ça doit être autour de, il me semble, 8 000 € la tonne, donc 80 € le kilo, ce qui est cher pour un métal. Et on a un vrai problème. Peut-être qu'il y a sous terre très profondément, on trouvera ces métaux, mais aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire. Ils ont été, pour le cuivre, si tu veux, les filons ont été, par l'action biologique, par l'action des vents, de l'érosion, etc., tout un tas d'actions, ils ont été concentrés. Mais sinon, le cuivre dans la terre en lui-même, il est infinitésimal. Donc, quand on aura fini d'exploiter les filons, il y aura un vrai problème. Il y aura un vrai sujet. Donc, tout recycler le maximum de métaux, de matières premières dont on a besoin, c'est fondamental pour l'avenir, quoi. Vraiment fondamental.
C'est pour ça qu'on a besoin de la niche écologique que remplissent les Roms pour le recyclage de métal. Dans toute l'Europe Ah de ouais, et l'Est, en c'est pour plus, eux qui s'en occupent. ah ouais, c'est clair. Ils démontent, même sur les... Ils recyclent même ce qui vient d'être installé. Ils sont très forts. En tout cas, je te remercie. Pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient en savoir plus sur ton travail, comment aller voir? Est-ce que tu as sorti quelque chose de nouveau ces dernières années ou... Écoute, j'ai sorti deux bouquins depuis 2020, un en 2020, en 2021, qui s'appelle Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant, qui est encore à jour, hein, parce qu'il définit l'ensemble des Mhm. problèmes écologiques. Pratiquement, je touche à l'ensemble des problèmes avec des solutions. Et sortir du capitalisme du désastre, tu vois, qui était bien vu en 2021. On est dans ce capitalisme du désastre. Après, j'ai pas fait de nouveaux livres, j'ai pas d'idées particulières, donc j'ai pas Mhm. produit de livres nouveaux. Mais et j'écris de temps en temps sur Front Populaire ou Causeur, etc. en France. Je mettrai le lien vers ces deux livres dans le descriptif ci-dessous de la vidéo. Alors, quand on parle de capitalisme du désastre, c'est un clin d'œil évidemment au livre de Naomi Klein, je suppose, dans le titre, qui nous explique que nous avons aussi des thérapies de choc qui sont appliquées à la population. Et moi, je comprends son raisonnement. Je ne sais pas si tu vois très bien le livre dont on parle de Oui, Naomi je Klein. l'ai lu, mais Ah, c'est merde. pas lié à ça. C'est notre D'accord, ami commun Pierre-Yves Rougeron qui voulait faire une d'accord, conférence sur le capitalisme du désastre, donc pas vu d'un point de vue gauchiste du tout. d'accord, c'est Même ça. si je suis d'accord avec Naomi Klein sur le fait qu'on provoque des chocs pour faire des thérapies de choc et faire accepter n'importe quoi, c'est ce qui a été fait sur le Covid. Pas sur l'économie, mais sur le Covid, on a provoqué un choc pour faire accepter les technologies de surveillance. Bah, c'est pareil pour l'économie. Moi, je voyais un désastre en fait économique, social, anthropologique, tu vois. Donc là, c'est pas le point de vue gauchiste du tout, et écologique bien sûr. Donc c'est un désastre à tous les niveaux. Je pense que le capitalisme moderne, comme il est sans réglementation, est en train d'engendrer un désastre généralisé. Mais c'était Mhm. pas vu sur le point de vue D'accord. de Naomi Klein, mais c'est vrai qu'elle avait fait un bouquin dessus que j'avais lu qui était intéressant, mais c'est pas dans ce point de vue gauchiste là quoi que j'ai fait ce livre. J'imagine. Et donc, dans ce contexte de désastre, euh, la dernière question, c'est lorsque Klaus Schwab nous parle on ne possédera rien, on sera heureux. Lorsqu'on a des Bill Gates qui, tout d'un coup, deviennent des spécialistes en vaccination et d'autres, à quel point tout cela, ce capitalisme de désastre, est organisé ou c'est juste un sacré gros bordel et avec beaucoup d'exécutants très incompétents? Je pense que c'est un sacré gros bordel et le vrai problème qu'il y a, c'est que la mondialisation a créé des gens tellement riches que c'est mauvais pour eux, pour nous, Mhm. mais c'est aussi mauvais pour eux. Ils ont développé un hubris. Quand tu t'appelles Bill Gates et que tu possèdes une fortune de 60 milliards de dollars, bon, que tu pourras jamais utiliser, tu peux acheter 10 maisons, 20 voitures, bon, enfin bon, mais surtout tu peux acheter tous les gens que tu veux pour faire ce que tu veux. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Je pense que il n'y a pas beaucoup de gens qui résisteraient mentalement en ne devenant pas fous, en pouvant tous acheter tous les biens de la planète et les personnes pour tous les services possibles, dont la prostitution, dont d'ailleurs des avions chez Epstein, etc. Je pense que ça a créé une hyperclasse mondiale complètement dingue parce qu'elle pouvait faire tout ce qu'on elle pouvait faire tout. Et puis finalement, il n'y a plus. Finalement, tu as de l'argent, tu peux ne rien faire, te couler dans un canapé, ne plus rien faire de ta vie, tu vois. Donc en fait, et avoir tout ce que tu veux jusqu'à la fin de tes jours. Donc je pense que c'est extrêmement déstabilisant. Et ces gens-là ont fini par vouloir absolument que la mondialisation continue. Donc ils ont fait des clubs mondialistes, dont le club suisse, enfin le club qui est à Davos là, de Klaus Schwab. Et ils ont commencé à conspirer pour que et Klaus Schwab, il a tout dit dans son bouquin Le Great Reset. Il dit en fait, à partir du moment où il y a eu le vote Trump, le Brexit, les gilets jaunes en France, dont il parle, en fait, quand ils ont vu tout ça, ils ont eu peur. Et là, ils ont commencé à resserrer et à essayer de manipuler la population pour qu'il n'y ait plus jamais de Trump, plus de Brexit ou de Frexit, etc., ou de gilets jaunes. Donc voilà pourquoi, en fait, c'est que à la fois, ils sont extrêmement riches et extrêmement, un pouvoir énorme, ils veulent continuer à s'enrichir sans cesse davantage. Ils veulent pas une société équilibrée. Et donc, ils sont face à un peuple qui est de plus en plus rétif, qu'ils doivent contrôler. Voilà comment je vois les Mhm. choses, quoi. Mais c'est le vrai problème, c'est dans leur tête. C'est l'hubris que ça pose de devenir.
centimilliardaire, 100 milliards d'euros de fortune, ça rend dingue, quoi. Et d'ailleurs, Emmanuel Todd, qui connaît Hmm. cette classe-là, parce que Emmanuel Todd, qui est démographe, sociologue aussi, enfin économiste aussi, il touche bien en économie, en géopolitique. Je sais qu'il connaît pas mal de monde, il est invité dans les beaux quartiers, et il avait dit une phrase très juste, il avait dit, vous savez, c'est très dur d'être pauvre, mais être très riche, très 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 riche, c'est pas forcément simple moralement à supporter. Et voilà, je le mets en parallèle avec ce que je disais. Je pense qu'il n'a pas tort, quoi. Non, c'est un des esprits les plus brillants de notre temps, hein. Je viens de terminer son dernier livre, juste là, qui est très, très pointu, en fait, et qui est bien mieux que ce qu'il a présenté lui-même dans les médias cette année, je trouve. C'est un excellent livre. D'accord. Voilà, ben merci beaucoup, Philippe Murer. Je mettrai les liens ci-dessous. Et puis, à une prochaine fois. À une prochaine fois. Merci pour l'invitation. Et